présenter l'association que vous connaissez bien, puisque vous avez été le directeur à Surgères de cette association. Oui, pendant 29 ans. Pendant 29 ans. Donc avec Pierre Dorny, c'était la durée la plus importante en tant que directeur de l'association. Eh bien, écoutez, je vous donne la parole pour nous parler de l'association. Voilà, alors, si on veut bien comprendre, merci, Monsieur Luc, de cette introduction, et c'est bien volontiers, je vous en remercie, donc, de participer à cet échange sur l'association, son développement, et les questions que vous voudrez bien effectivement poser. Alors, si j'ai bien compris, vous avez déjà vu toute la partie du phylloxéra. Oui. Donc, parce que si on veut bien comprendre la création et le développement de l'Association centrale des laiteries, il faut bien connaître le contexte économique de l'époque et surtout la situation agricole de cette région qui est devenue donc le berceau de la coopération laitière française, on peut dire, mais après avoir été viticole. Donc, alors effectivement, bon, c'est simplement un petit rappel, mais j'ai eu le plaisir de noter qu'au XIXe siècle, le vignoble des Charentes était quand même le deuxième de France et occupait plus du tiers du département du département de la Charente inférieure à cette époque. Et d'ailleurs, quelque chose qui m'avait frappé, c'est que le moine italien Salimben de Parme avait cité 3 villes qui furent mises en avant sur la production à cette époque viticole. Il y avait Beaune, il y avait Gosserre et La Rochelle. Donc effectivement, le port de La Rochelle était donc le point de départ pour les exportations de vin sur le nord de l'Europe. Alors effectivement, comme on vous l'a expliqué, le phylloxéra a paru dans cette région et s'est développé, et en 1891, tout le vignoble fut détruit, ce qui amena la misère et la ruine des paysans de cette région. Alors effectivement, les terres, c'est là qu'on rentre sur la création d'associations, les terres libérées par l'abandon de la culture de la vigne ne pouvaient être laissées en friche, et il fallait une culture de remplacement à cette époque. Alors, 2 solutions s'affrontaient aux agriculteurs, soit les céréales, soit l'élevage. Alors, ils avaient déjà subi la monoculture avec la vigne, et effectivement, ils se sont orientés vers l'élevage, et c'est ainsi que des agriculteurs, des éleveurs, venus des départements de la Vendée, et en particulier de Normandie, se sont déplacés dans cette région, amenant avec eux leur technique. Alors, c'est alors, on a certainement dû vous le dire, que Eugène Biraud, qui était un modeste agriculteur de Chaillé, dans le canton de Surgères, à quelques kilomètres de Surgères, donc entendit quelques agriculteurs voisins de Chaillé leur parler des fruitières qu'ils avaient vues fonctionner lors de leur internement en Suisse, lorsqu'ils servaient dans l'armée du général Bourbaki en 1878. Alors, ce mot de fruitière est quand même très important à retenir parce que c'est un peu l'ébauche de la coopération laitière. Fruitière, donc, il y a beaucoup, il y en a encore dans l'est de la France, mais à cette époque, donc, c'était en Suisse. Alors, la fruitière, c'est un atelier laitier où les éleveurs apportaient leur lait et le transformaient eux-mêmes, chacun leur tour, et c'était un peu, donc, comme je viens de le dire, l'ébauche de la coopération. Alors, Eugène Biraud, qui a entendu ses voisins agriculteurs parler donc de ces fruitières, eut l'idée donc d'appliquer une formule similaire à cette région et créa ainsi la première laiterie coopérative de la région, qui ouvrit ses portes d'ailleurs le 13 janvier 1888 avec 12 adhérents. Et ce qui est important de noter, c'est qu'elle ouvrit ses portes et la première expédition de beurre, c'était important, mais elle était très très petite, il n'y avait que 3 mottes de beurre, et il a fallu d'ailleurs que le transport de Surgères à Chaillé par une brouette, parce qu'il fallait éviter les railleries des producteurs qui étaient hostiles à cette époque à la création de la coopération. Alors donc, évidemment, l'exemple de Chaillé s'est énormément développé, et il faut quand même nous rappeler que la coopérative agricole laitière est une société civile particulière de personnes
à capital et personnel variable, et elle est régie par des statuts qui lui sont propres, et il faut compter, elle doit compter sur au moins 7 producteurs de lait pour donc fonctionner. Et donc Eugène Pirault devint le précurseur et le père de la coopération laitière. Alors la coopération est un type, on peut dire, original d'organisation sociale. C'est une école de la démocratie. Et alors, comme vous l'avez dit, Monsieur Luc, tout à l'heure, ce fut le développement et on va voir la création d'associations. En 1900, donc 12 ans après Chailly, 95 coopératives furent créées. En 1932, 139 et en 1952, 145. Donc, comme vous l'avez dit, presque sur Tourneau-10, toutes les communes avaient pratiquement sa petite coopérative laitière. Alors, l'association centrale s'est créée en 1893. Alors, on dit souvent, on a l'habitude de dire que de l'isolement, le producteur est allé à la coopérative. Et donc, à leur tour, les coopératives se sont fédérées, elles étaient isolées, bien sûr, au sein de l'association centrale. Alors, avec le développement des coopératives à cette époque, il y en avait peut-être une vingtaine, et vous le comprenez facilement, il fallait un organisme fédérateur qui défendrait les intérêts des adhérents. Il fallait donner une orientation unique à cette époque aux coopératives et constituer une force qui traiterait les grandes questions dont la prospérité des sociétés en dépendait. Alors l'association, qu'il faut bien comprendre, alors c'est Charente-Poitou, mais on vous l'a peut-être expliqué, ou Joseph Giraud vous l'a dit, Charente-Poitou, c'est 5 départements, c'est Poitou-Charentes plus la Vendée. Donc Charente, Charente-Maritime, de Saint-Vienne et Vendée. D'ailleurs, il y a beaucoup de mutuelles qui se sont créées à cette époque, les assurances en particulier, ont également dans leur statut le département de la Vendée. Et alors l'association a été créée en 1893, avec une vingtaine de coopératives au début donc, de la création, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le maximum c'était en 145 coopératives en 1952. Alors, il s'agissait d'être mieux en mesure d'affronter les difficultés d'ordre juridique et technique qui se posaient à cette époque, ce qui a justifié donc la création de l'association. Alors, quand je dis d'ordre juridique et d'ordre technique, et vous le comprenez facilement, il fallait, surtout d'ordre juridique, lutter contre les fraudes sur le lait, en particulier des producteurs mal intentionnés rajoutaient de l'eau dans le lait, parce que le lait n'était pas encore payé à la matière grasse ou à la matière azotée, c'était au litrage. Et il y avait des évasions de sociétaires d'une laiterie à l'autre, parce qu'évidemment, comme je vous l'ai expliqué, il y avait énormément de petites coopératives, des autres qui pouvaient chevaucher. Alors il y avait des procès qui en découlaient avec des jugements qui étaient interminables. Donc il fallait créer une structure d'ordre juridique pour régler ces problèmes. Deuxièmement, je vous ai dit d'ordre technique, il fallait aussi améliorer la qualité des produits. Parce que, à cette époque, bien sûr, alors si on parle du beurre, puisque les principales coopératives des beurreries, d'ailleurs les producteurs récupéraient le lait crémé pour ils élever des porcs, pour donc nourrir les porcs. Et le beurre n'était pas pasteurisé, ça s'est fait après, beaucoup plus tard. Et souvent, il y avait des qualités qui étaient défectueuses. Donc, en 1930, l'association centrale a créé un laboratoire avec un syndicat de défense qui était le syndicat ULAC, l'Union des laiteries de l'association centrale, et qui s'est bien développé, qui effectuait des analyses pour permettre aux entreprises déjà à cette époque d'améliorer la qualité des produits, et surtout l'association centrale facilita l'organisation, donc c'est principalement à Paris, mais des expositions, c'était un peu comme le concours agricole général, et ces expositions permettaient donc de rechercher de nouveaux débouchés, et c'est ce qui a fait un peu la renommée du beurre Charente-Poitou, d'être présent dans toutes ces instances nationales, et avec évidemment une qualité de beurre qui s'améliorait. Alors, si on résume les buts de l'association centrale, c'était, vous l'avez compris, de défendre et de protéger les intérêts généraux, matériels et moraux des coopératives adhérentes, mais ça c'est vrai à peu près pour toutes les associations. Alors, régler les différends entre laiteries, comme je vous l'ai dit tout
tout à l'heure, c'est principalement le chevauchement entre les zones de ramassage, et qui crée évidemment des problèmes. Alors, il fallait aussi créer des services centraux communs susceptibles d'améliorer la situation économique. C'est ainsi que l'association centrale a créé déjà dès 1930 le laboratoire d'analyse, et on a été amené avec la loi sur la généralisation du paiement du lait selon sa composition en qualité en 69, de créer le LILCO, qui était le laboratoire interprofessionnel, qui permettait là, aux producteurs de lait donc d'avoir leurs analyses, d'avoir leur lait analysé pour la matière grasse et la matière protéique. Et si je peux me permettre, elle a eu un rôle social aussi. Alors voilà, absolument. Donc, vous tombez très très bien. Il fallait aussi créer et gérer des institutions de protection et d'assurance mutuelle au profit des adhérents et de leur personnel. Donc, à cette époque, on est un peu les précurseurs de Groupama et puis de la MESA. Donc, déjà à cette époque, l'association a un rôle très social, donc en créant 2 caisses d'assurance, la caisse mutuelle d'assurance et la caisse syndicale. Donc, il fallait aussi, je vous l'ai dit, représenter la coopération dans de nombreuses instances nationales. Et également, il faut dire que l'association a participé à la création d'organismes d'intérêt public ou privé, tant au niveau régional que national, et en particulier la création de la Fédération nationale des coopératives laitières, à Paris. Alors voilà, donc comme vous pouvez le voir, c'est en Charente-Poitou que la coopération s'est réalisée avec beaucoup de rigueur, grâce à une organisation sans faille, une ampleur et une efficacité inégalée par ailleurs. Alors, on peut peut-être parler de Dornic aussi. Dornic, Pardon, est-ce que vous n'avez pas eu également un rôle dans la création de la caséine, la fabrication de la caséine et Voilà, alors je vais en parler par Dornic, parce que c'est Dornic qui, avec Kirchner, le Tchèque, a mis au point la fabrication de caséine qui permettait d'écouler le lait crémé, évidemment, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le beurre, c'est du lait qu'on écrème, mais on fait le beurre avec la crème. Mais évidemment, reste la partie du lait crémé. Il n'y avait pas beaucoup de fromagerie à cette époque. Donc, le lait crémé est pour la plupart retourné chez des éleveurs qui entretenaient des cochons, l'élevage des cochons. Alors, il est important de rendre un hommage particulier à Pierre Dornic parce qu'il a donné son essor à l'association centrale par les travaux très importants qu'il a menés. Alors, Pierre Dornic est né, je peux me rappeler très rapide, est né le 12 mai 1864 à Quémene-Neuvaine dans le Finistère. Il est mort, d'ailleurs, il est décédé à Surgères en 1933 et il a été enterré à Douarnenez en Bretagne. Alors, c'est à lui que l'association, comme je vous le disais, doit son essor et la prospérité des laiteries coopératives qui se sont groupées autour de l'association. Alors, si on résume très rapidement sa vie professionnelle, il faut quand même savoir qu'elle est sortie premier de l'Institut national agronomique de Paris. Et ça, c'était, je l'ai noté, c'était en 1889, il avait 25 ans. Et il fut chargé d'ailleurs, dès cette époque, étant sorti premier de l'Institut national agronomique, il fut chargé par le ministère d'une mission d'études dans plusieurs pays d'Europe. Et c'est dans ces pays qu'il s'intéressa tout particulièrement à l'industrie laitière. Alors lorsqu'il est rentré de cette mission, il fut nommé directeur du laboratoire de l'École nationale de Mamirol, l'industrie laitière de Mamirol dans le Doubs. Et c'était en 1882, il avait 28 ans. Et c'était l'époque aussi où se créaient les écoles nationales d'industrie laitière. Il y en a eu, pour votre information, il y en a 5 en France, d'ailleurs qui existent toujours. Il y avait Surgères, qui avait une orientation surtout beurrière, Mamirol dans le Doubs, Aurillac dans le Cantal, Pouligny dans le Jura et La Roche-sur-Foron en Haute-Savoie. C'est sur 5, 3 donc avaient une orientation plus fromagère, surtout évidemment dans les pays de l'Est avec les fabrications de pâtes pressées demi-cuites et cuites. Alors, déjà, à Mamirol, Dornic a créé l'acidimètre Dornic. Alors, c'est très important parce que l'acidimètre Dornic
apprécier la qualité du lait. Alors aujourd'hui, évidemment, il y a recherche d'amélioration microbienne, c'est beaucoup plus précis, mais à cette époque, on avait à notre disposition que l'acidimètre d'Ornick, qui permettait d'ailleurs de trier et de sélectionner les laits, et de rejeter les laits qui étaient trop acides. En principe, un lait normal fait 15-16 degrés d'Ornick, 18 degrés au-dessus de 20, au-dessus de 20 et surtout à partir de 25, le lait est considéré comme trop acide et impropre à la plupart des fabrications. Alors, moi-même, lorsque j'ai commencé à travailler, je me rappelle très bien, on sélectionnait, on triait les laits à l'arrivée à l'usine, donc avec l'acidimètre d'Ornick. Donc d'Ornick, mais on peut dire même que c'est une étape importante dans l'évolution de l'industrie laitière, parce que, évidemment, ça permettait donc d'améliorer la qualité du lait. Et alors, c'est là qu'il a été envoyé, après avoir fait ses travaux, il a été envoyé dans les Charentes-Poitou par le ministère de l'Agriculture comme inspecteur des laiteries coopératives de l'Ouest. Il avait 33 ans, c'était en 1897, et alors il mit au point la fabrication du beurre Charentes-Poitou. Donc, et surtout, si vous vous déplacez à Surgères, vous verrez encore où le GLAC était installé, un bâtiment de congélation des beurs. On l'a gardé d'ailleurs en mémoire, et effectivement, Pierre Dornick a énormément travaillé sur la congélation des beurs, parce que, vous le savez, la production laitière n'est pas régulière toute l'année. Bien sûr, il y a une période où les vaches sont taries, il y a beaucoup moins de lait, mais la consommation est constante toute l'année pratiquement. Donc, il a travaillé sur la congélation des beurres, et effectivement, les beurres de bonne qualité congelés conservent plusieurs mois leur qualité. Donc, il y a eu ces travaux qui ont été très importants aussi pour l'économie de la région. Et il sollicita d'ailleurs, Pierre Dornick, le ministère de l'Agriculture, pour la création de la station d'industrie laitière de Surgères, ouverte en 1902, donc, qui était orientée vers la recherche et qui a été réintégrée à l'INRA donc, dans les années 1970. Et fait très important, c'est que Pierre Dornick, avec l'appui de l'association centrale, a participé de l'école de laiterie en 1906 donc de l'Édile, avec l'appui de l'association centrale, comme je viens de vous le dire. Alors, Surgères est devenue donc une cité laitière nationale, et Dornick aussi, comme vous l'avez dit, Monsieur Luc, elle se livra aussi à de nombreuses recherches, et mis au point la fabrication de caséine, donc, qui se fait à partir du lait écrémé, et donc en 1904, avec la collaboration d'un Tchèque, M. Krishner. Donc on était la première région également pour la fabrication de caséine. Alors c'est important parce qu'il y avait un débouché important. Alors, à ce moment-là, avec la caséine, on faisait des produits de luxe, des boutons, des produits en bakélite, etc., etc. Alors, si on a insisté un peu sur Pierre Dornick, c'est qu'il est arrivé dans la région 4 ans après la création de l'association centrale. Et il fut un animateur, un guide de l'association centrale pendant 36 ans, de 1897 à 1933. Alors à cette époque, le directeur de l'association centrale donc, était aussi directeur de l'école de laiterie, de l'école nationale d'industrie laitière. Donc il a été donc, pendant 24 ans, de 1906 à 1930, directeur de l'association centrale, et lui succéda ensuite André Chollet, de 1930 à 1952, et tous les deux étaient donc également directeurs de l'ENILIA. Voilà.